Bonjour à tous. En m'intéressant à la sphère francophone des crypto-monnaies et des bitcoiners, je suis tombé sur une vidéo d'Éric Larchevêque. Pour le présenter, Éric Larchevêque est le fondateur de Ledger, la marque qui produit les cold wallets physiques ou les clés physiques qui vous permettent de stocker vos crypto-monnaies hors des exchanges. Il s'est aussi fait connaître du grand public en participant à l'émission Qui veut être mon associé sur M6 et depuis peu il est aussi actif sur sa chaîne YouTube où il parle notamment de Bitcoin. On pourrait définir Éric Larchevêque comme un bitcoiner maximaliste car il annonce lui-même avoir 100% de sa fortune en bitcoin. Je possède 100% de mes avoirs en Bitcoin. Et je vous assure que la nuit, je dors beaucoup mieux que si j'avais tout en euros. Alors, est-ce que je suis cinglé? Probablement. Mais il y a une véritable logique à ma folie et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. À ce stade, vous avez déjà compris que dans cette vidéo, nous allons analyser les déclarations d'Éric Larchevêque et surtout ses incohérences. Parce que, comme vous le verrez, il se contredit souvent, parfois dans la même vidéo à quelques secondes d'intervalle. Et c'est ce que nous allons analyser ensemble. Alors, petit disclaimer, cette vidéo n'est pas une vidéo à charge contre Éric Larchevêque, je ne le connais pas personnellement, je n'ai donc rien à lui reprocher en tant que personne. Ce que je vais critiquer ici et très précisément, ce sont ses déclarations concernant Bitcoin et les informations qu'il avance et que je trouve pour certaines incohérentes, pour ne pas dire douteuses. Au passage, Eric, si tu écoutes cette vidéo, si elle te parvient, n'hésite pas à exercer ton droit de réponse concernant mon analyse si tu estimes que j'ai dit une imprécision ou si tu souhaites rectifier certains points. Autre chose, vous savez que les idées m'intéressent plus que les personnes. Et quand je critique les propos d'une personnalité publique, j'utilise surtout cette critique comme tremplin pour développer des idées plus universelles dans lesquelles vous trouverez de la vraie valeur. Et voyez ma critique, quelle qu'elle soit, comme un cas d'étude, rien de plus. J'ai divisé cette vidéo en deux actes. L'acte 1 s'intitule « Le joueur de flûte ». L'acte 2 s'intitule « Écoutez ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Dans l'acte 1, Eric nous raconte comment il est arrivé à Bitcoin, pourquoi il a commencé à placer son argent sur Bitcoin après avoir longtemps investi sur l'or. On écoute ce petit passage et je vous dis juste après ce qui m'a dérangé dans ses propos. Tout a commencé pour moi au début des années 2000, alors que j'étais encore un jeune entrepreneur. Je m'intéressais alors au métal comme valeur de réserve et moyen de sécuriser mes premières réussites financières. J'avais donc acheté quelques lingots et j'avais décidé de les faire conserver dans les coffres d'une banque au Luxembourg. Tout s'est bien passé jusqu'au moment où je me suis expatrié dans les pays de l'Est, et ceci pour des raisons professionnelles. Cette nouvelle situation m'a mis sur un profil de risque incompatible avec la banque, qui en gros m'a déclaré que j'étais persona non grata et qui a cessé toute relation avec moi. Alors, quand j'ai demandé à récupérer mes lingots d'or, j'ai même reçu une fin de non-recevoir. En réalité, j'avais même plus le droit d'entrer physiquement dans la banque et donc la banque a refusé de me les rendre. La seule option disponible, c'était de vendre mes lingots contre des euros et de me faire un virement sur une nouvelle banque. Pour commencer, et ça n'engage que moi, et je vais vous le dire très clairement et très honnêtement, je ne crois pas à son histoire de banque luxembourgeoise qui bloque son or et qui lui empêche même l'accès à la banque. Pourquoi ? Comme vous le savez certainement, le Luxembourg possède l'un des cadres juridiques les plus protecteurs d'Europe en matière de propriété privée et de détention d'actifs. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la propriété privée est inviolable et protégée par la loi. Le droit luxembourgeois, comme le droit civil européen en général, établit un principe simple. Ce qui est stocké à votre nom vous appartient. Il n'appartient pas à la banque. Que ce soit un coffre, de l'or alloué, des lingots d'or identifiés, la banque n'est pas propriétaire de ce que vous y stockez. Elle est gardienne, la banque est le dépositaire. Et donc une banque qui bloque vos lingots d'or sans raison est en infraction. Parce que la banque n'a aucun droit de disposer d'un bien qui ne lui appartient pas.
ni de le retenir sans motif légal. À ma connaissance, Éric Larchevêque n'a commis aucune infraction. Il dit que son or a été bloqué parce qu'il aurait déménagé ou se serait installé ou il aurait fait des affaires dans un pays de l'Est. Ce n'est pas un motif légal pour bloquer tes avoirs. Il y a peut-être d'autres motifs, des choses totalement illégales, de l'argent blanchi, des fonds dont on ne connaît pas les origines, mais là on est dans le cas d'une infraction. À ma connaissance, ce n'est pas son cas. Donc, premier point, une banque, et encore plus une banque luxembourgeoise, le droit luxembourgeois est bien plus solide que le droit français. Par exemple, au Luxembourg, il n'y a pas de loi type Sapin 2 qui permet de saisir les avoirs en cas de crise majeure, etc. Le Luxembourg, c'est solide, c'est pas une république bananière. Donc, première chose qui rend l'histoire d'Éric Larchevêque improbable, le droit luxembourgeois, tout simplement, qui ne permet pas ce genre de saisie. C'est pour ça, Éric, que j'ai beaucoup de mal à croire à ton histoire. Les grandes fortunes vont au Luxembourg justement parce que le droit luxembourgeois est extrêmement protecteur. Une banque luxembourgeoise qui te saisit tes avoirs, qui t'empêche de mettre les pieds dans la banque, ça n'existe pas. Et si ça existe, dis-nous quelle banque a fait ça? Parce qu'elle enfreint la loi, tout simplement. En droit luxembourgeois, et même dans d'autres législations européennes, la banque n'a pas le droit de retenir un bien dont elle n'est pas propriétaire. Lorsque vous stockez de l'or en coffre ou en compte alloué, la banque n'a qu'une seule obligation. Écoutez bien, quand vous stockez de l'or en banque, la banque n'a qu'une seule obligation, restituer le bien sur simple demande. Vous le demandez, on vous le restitue. La banque n'a aucun droit de blocage, aucun droit de rétention, aucun droit d'utilisation. Et l'or stocké est même hors bilan. Il n'entre pas dans le bilan de la banque, il est séparé du bilan de la banque et il est reconnu comme propriété du client. Et pour finir, les coffres de dépôt alloués sont juridiquement hors faillite. C'est-à-dire que si une banque luxembourgeoise fait faillite, l'or stocké en coffre ou en dépôt alloué ne fait pas partie de la faillite. Et si une banque mélange l'or des clients, l'or stocké, à son bilan, ou si elle le fait participer pour compenser une faillite ou pour améliorer ses comptes, la banque est hors la loi. Et comme je le disais, le Luxembourg offre une législation encore plus solide que la France, une protection bien plus solide que la France, et c'est pour ça que toutes les fortunes d'Europe et même du monde placent leur argent au Luxembourg. Au Luxembourg, la loi Sapin 2, qui vise à saisir les biens en cas de crise économique majeure, ne s'applique pas. Et si dans mon audience, il y a certains parmi vous qui cherchent des solutions pour mieux protéger leurs actifs, etc., placez votre argent au Luxembourg. Ouvrez des assurances-vie luxembourgeoises. Le droit luxembourgeois vous protégera bien mieux que le droit français. C'est pour ça que quand j'ai écouté cette vidéo d'Éric Larchevêque où il raconte qu'une banque luxembourgeoise lui a saisi ses lingots d'or, je me suis dit, je n'y crois pas une seconde. Encore une fois, Éric, tu as un droit de réponse si tu veux raconter, mieux expliquer cette histoire, donner du contexte. Mais tel que tu l'as raconté, et je dis bien tel que tu l'as raconté, je n'y crois pas. Pour moi, c'est du pipeau. Surtout que dans ta vidéo, il y a un plan de coupe assez rapide où tu te reprends et tu dis « Je pensais avoir de l'or physique, des lingots en or à la banque, alors qu'en réalité, je n'avais qu'une créance. » Alors, quand j'ai demandé à récupérer mes lingots d'or, j'ai même reçu une fin de non-recevoir. En réalité, j'avais même plus le droit d'entrer physiquement dans la banque, et donc la banque a refusé de me les rendre. La seule option disponible, c'était de vendre mes lingots contre des euros et de me faire un virement sur une nouvelle banque. Alors, ce jour-là, en réalité, j'ai compris que j'avais commis une erreur majeure d'appréciation en confiant la garde de mes lingots à une banque. Je m'étais laissé confortablement bercer dans l'illusion que j'étais propriétaire de mon or, alors qu'en réalité, j'avais qu'une créance. Je ne pouvais récupérer mon or que si on me donnait l'autorisation de le récupérer. Alors forcément, ma confiance dans le système a commencé à vaciller. Éric, si tu ne sais pas ce que tu as
en banque, en tant qu'homme d'affaires, je trouve ça assez bizarre ou assez limite. La base de l'investissement, c'est de savoir ce qu'on a. Si t'es pas capable de savoir si ce que tu as acheté, c'est de l'or physique, des pièces, des lingots, ou de l'or papier ou une créance, j'ai envie de dire, pour un homme d'affaires successful, un homme d'affaires qui pèse plusieurs centaines de millions d'euros, laisse-moi douter. Même ma grand-mère est capable de savoir si ce qu'elle a dans un coffre à la banque, c'est vraiment de l'or physique ou de l'or papier ou des titres ou des créances. Donc, dans les deux cas, je trouve ton histoire bizarre. La banque luxembourgeoise qui saisit ton or sans justification, je trouve ça bizarre, qui t'empêche même de rentrer dans la banque comme si tu étais un criminel. Je trouve ça très bizarre. Et deux, le moment où tu expliques que tu pensais avoir des lingots d'or, mais en réalité, pas vraiment, je me dis, tu sais pas ce que tu as en banque. Pour moi, à la base, c'est aussi un problème. Tu sais pas ce que t'achètes, en gros. Ensuite, le narratif continue parce que je dois rappeler que ce qui m'a intrigué, c'est pas uniquement l'histoire de la banque luxembourgeoise, c'est toute la séquence et vous allez comprendre si vous suivez avec moi. Eric nous explique que la banque ne lui rend pas son or, mais elle lui paye son or. En gros, elle lui donne l'équivalent argent, l'équivalent en euros, et il fait quoi? Il place son argent dans une banque à Riga, en Lettonie. Et devinez quoi? Une banque qui va faire faillite. Après cette mésaventure, il a fallu que j'ouvre un nouveau compte en banque. Et j'ai trouvé une nouvelle banque qui était située à Riga, en Lettonie. Alors à l'époque, elle proposait déjà des services en ligne hyper performants, bien en avance sur les autres établissements. Et donc, c'est pour cette raison que je l'ai choisie. Et j'y ai mis toutes mes économies, y compris le produit de la vente de l'or métal que j'avais récupéré de l'autre banque. Et tout s'est pas passé comme prévu. Loin de là. À la suite de malversations financières au niveau de la banque, probablement liées à des activités mafieuses, la banque a tout simplement fait faillite. Et je me suis retrouvé sur le carreau, sans pouvoir accéder à mes fonds qui étaient bloqués par le liquidateur judiciaire. Du jour au lendemain, j'avais plus rien. Et là, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions. Tout d'abord, Eric, à quel moment on place toutes ces économies dans une banque lettonne? Certainement une néobanque, parce que tu ne donnes pas le nom. C'est une banque qui a fait faillite. T'aurais pu dire laquelle pour qu'on vérifie. Moi, ça m'intéresse. Une banque à Riga qui a fait faillite. J'aurais aimé savoir. Le Luxembourg ne veut pas de tes investissements ou de ton or. T'aurais pu aller en Suisse. Pourquoi la Lettonie? Jamais de la vie je ne mettrai mon argent dans une banque en Lettonie. Je peux utiliser par exemple une néobanque lettonne pour mes dépenses quotidiennes. Comme je peux utiliser par exemple Wise, Revolut quand je voyage parce que c'est très pratique, les taux de conversion sont très bas. Donc quand tu vas en vacances, tu te fais un virement de 500 € ou de 1000 € sur ton compte Revolut ou Wise et tu dépenses avec à l'étranger pour éviter de te faire massacrer par les taux de change exorbitants qu'appliquent les banques traditionnelles. Mais de là à mettre toutes mes économies sur Wise ou Revolut, un peu de sérieux, personne ne fait ça. Et toi, tu récupères tout ton fric, tu le places sur une banque lettonne, une nouvelle banque lettonne à Riga, qui fait faillite. Tu m'étonnes qu'elle va faire faillite. La majorité des néobanques finissent par faire faillite. T'en as que quelques-unes, comme Wise ou Revolut, qui réussissent et durent dans le temps. Mais c'est très difficile de monter une néobanque et de faire en sorte qu'elle tienne la route sur 5, 10, 20, 30 ans. Et j'ai envie de dire que dans cette histoire, Eric, il y a beaucoup de choses qui m'intriguent, il y a beaucoup de points, et je ne sais pas vraiment quoi en déduire. Tout d'abord, je vais donner une petite liste, un petit sommaire de tout ce qui m'intrigue et de toutes les possibilités. J'ai envie de dire, 1, tu n'as pas de chance. Voilà, ça peut arriver à chaque fois que tu mets ton argent quelque part, ou on te le bloque, ou ça fait faillite. Et toi qui es en train d'ouvrir des clubs d'investisseurs, j'ai envie de dire, si tout ce que tu touches finit par se péter la gueule, ça me donne à réfléchir. Donc, premier point, t'as peut-être juste la poisse, parce que très honnêtement, je ne connais personne qui a eu des problèmes avec une banque luxembourgeoise. Dans mon entourage, ça n'existe pas. Au contraire, tout le monde me dit, si tu veux dormir tranquille la nuit, tu mets ton argent au Luxembourg.
Le droit luxembourgeois est extrêmement protecteur. Même si une banque s'amuse à faire ce genre de choses, tu l'emmènes en justice, tu l'emmènes au tribunal et tu gagnes. Si tu n'as rien à te reprocher, tu gagnes. Mais, première option, on va dire que tu n'as peut-être juste pas de chance, ou tu n'as pas eu de chance en tout cas sur ces points-là. Deuxième possibilité ou deuxième alternative, tu ne sais pas gérer tes actifs. Parce que qui met tout son patrimoine dans une banque lettonne? Qui fait ça? Même des gens qui ne sont pas très fortunés, même quelqu'un qui a 30 000, 50 000 euros sur son compte bancaire, il ne va pas les mettre en Lettonie. Et toi, tu prends tout ton patrimoine, parce que si j'ai bien compris, c'est tout ce que tu avais. Tu avais acheté beaucoup d'or, tu investissais dans l'or, c'était ça ta croyance de l'époque. Tu mets ça dans une banque luxembourgeoise, elle te le bloque, mais elle te paye l'équivalent en euros, donc ça constitue tout ton patrimoine. Et toi, tu le mets dans une banque lettonne. Donc j'ai envie de dire déjà, niveau diversification, précaution, attention à tes actifs, t'as pas été très vigilant. Troisième possibilité qui expliquerait mon incompréhension, c'est que tu n'as pas raconté toute l'histoire. Il y a des pièces qui ne s'assemblent pas. Donc peut-être que dans ton narratif, t'es allé très vite et t'as pas vraiment expliqué les détails de ce qui s'est passé. Tu dis que la banque lettonne a fait faillite pour activité mafieuse, frauduleuse, mais tu ne nous as pas raconté toute l'histoire, ce qui expliquerait peut-être l'incohérence ou l'incompréhension. Et quatrième alternative, Eric, et là je vais te le dire honnêtement, tu joues de la flûte. Ce que tu nous dis, c'est du pipeau. C'est un narratif que tu nous racontes, c'est du storytelling. Parce que tout ce discours, et en fait, moi j'ai compris quand tu es arrivé à la conclusion, parce que moi j'écoutais, je me suis dit, c'est quoi la chute ? Il raconte une histoire, il a perdu son or, il a perdu son argent, il ne fait plus confiance au système. Je me suis dit, il y a une chute quelque part, je sens le storytelling, c'est quoi la chute ? Et bien sûr, ça ne tarde pas à arriver, tout ça pour nous dire, Bitcoin, c'est la solution. Alors, quand j'ai croisé la route du Bitcoin en 2013, j'étais dans de bonnes dispositions pour comprendre et embrasser sa révolution qui était à la fois technologique et monétaire. Et là, Eric, laisse-moi te le dire, c'est fort de café. Nous raconter que le système bancaire luxembourgeois, c'est de la merde. Que le système bancaire en général, c'est de la merde, c'est fragile, ça fait faillite, etc. Tout ça pour nous dire que la solution, c'est Bitcoin. Eric, je trouve ça fort de café. Parce que l'écosystème crypto, en termes de sécurité, moi je préfère le système bancaire. Parce que en termes de faillite, il y a eu combien de faillites d'exchange crypto, FTX, Celsius? Il y a eu combien d'arnaques, de faillites de crypto-monnaies, Terra Luna? Combien de shitcoins? Combien de gars qui se sont barrés avec la caisse? T'es sérieux quand tu dis que le système bancaire luxembourgeois est fragile ou n'est pas digne de confiance? Et la solution, c'est Bitcoin et les exchanges de merde? Parce que tu vas me dire, non mais moi je dis que Bitcoin est solide, je ne parle pas d'exchange. Oui mais tu les vends où tes Bitcoins? Tu les achètes où? Au marché? Aux puces? Évidemment sur des exchanges. Faut arrêter les conneries 2 secondes, les bitcoiners maximalistes. Vous les achetez, vous les vendez où vos bitcoins? Au marché, dans la rue? Évidemment que vous allez sur des exchanges qui cotent vos bitcoins en dollars. Vous les vendez, vous les achetez en dollars, vous les valorisez en dollars. Le nerf de la guerre, c'est le dollar. Avec quoi vous achetez des bitcoins? Avec votre salaire de travailleur. Tu travailles, t'es payé en euros, en dollars, en monnaie réelle qui sert à quelque chose. Et ensuite, tu vas acheter tes bitcoins qui ne valent rien si tu n'as pas d'abord des dollars et des euros. Donc, vos histoires de merde de bitcoiners maximalistes, ça va 2 secondes. Le bitcoin sans le dollar n'existe pas. Il faut des armées de moutons qui achètent du bitcoin tous les jours, en dollars et en euros, pour que ça vale quelque chose. Arrêtez de nous vendre votre diarrhée de bitcoin maximaliste matin et soir. Quand vous mouillez parce que le bitcoin est monté à 126 000 $ ou 123 000 $.
Vous mouillez pourquoi? Parce que c'est une cote en dollars. Ce qui vous intéresse, c'est pas un bitcoin. Ce qui vous intéresse, c'est les 100 000 dollars. Arrêtez votre délire hypocrite de nous prendre pour des cons. Ce qui vous fait mouiller, c'est la quantité de dollars que vous rapporte le bitcoin et pas le bitcoin lui-même. Donc Eric, toute cette diarrhée de le système bancaire est fragile, je ne fais plus confiance aux banques, le Luxembourg m'a volé mon or, la banque lettonne a fait faillite, toute cette diarrhée pour me vendre le bitcoin. T'avais pas d'autres moyens de me le vendre? Eric, pourquoi t'as pas simplement parlé de la valeur du bitcoin? Pourquoi tu ne m'as pas simplement décrit ce que c'est? Pourquoi t'es obligé de me raconter ta vie pour que le bitcoin paraisse comme quelque chose qui a une valeur? Et la réalité, c'est que quand quelqu'un te raconte un storytelling trop long, c'est que le produit qu'il essaye de te vendre ne vaut rien. Parce que si tu avais essayé de me vendre l'action Google ou l'action Nvidia, tu m'aurais raconté une histoire de l'or que tu as perdu en banque, de la banque lettonne qui a fait faillite. Non. C'est évident de comprendre ce que fait Nvidia. Regarde ton ordi, il y a une carte graphique dedans. C'est une carte Nvidia. C'est évident de comprendre la valeur de Google. Vous allez voir ou écouter cette vidéo sur YouTube. YouTube, c'est quoi? C'est Google. Le business model de la pub, du cash flow, il est compréhensible. T'as pas besoin de me raconter toute une histoire. Mais comme le Bitcoin est vide, mis à part le narratif de il y en a que 21 millions, il y en a 21 comme il y aurait pu en avoir 100 millions. C'est juste que le gars qui l'a créé a décidé qu'il n'y en aurait que 21 millions. C'est une rareté artificielle. Il en aurait décidé autrement, il aurait codé autrement pour dire il y a 50 millions, 100 millions de Bitcoin, il y en aurait eu 100 millions. Et en plus, il est divisible quasiment à l'infini, donc il est encore moins rare qu'on ne le pense. Tu peux acheter autant de Satoshi que tu veux. Il y a 21 millions de Bitcoin, mais des milliards de Satoshi. Donc, si tu raisonnes en Satoshi, la rareté disparaît. Cette rareté, elle est dans votre tête. Elle est dans le milieu spéculatif du Ponzi qu'est le Bitcoin. Et pourquoi j'ai appelé la première partie de cette vidéo, l'acte 1, le joueur de flûte? Parce que vous savez qui me rappelle Éric Larchevêque? Quand je l'écoute parler, quand je le vois sur scène, quand j'écoute ses discours. Il me rappelle, accrochez-vous bien, parce que je vais vous décrire quelqu'un qui n'a rien à voir avec le milieu des cryptos, il me rappelle un témoin de Jéhovah. Il parle exactement comme un témoin de Jéhovah que j'ai connu. Quand j'étais en cité universitaire, un de mes voisins était témoin de Jéhovah. Et il me cassait constamment les couilles avec ses histoires parce qu'il essayait de me convertir. Mais pas que moi. On était dans un couloir avec plusieurs chambres en cité universitaire et à chaque fois, il allait frapper à la porte de quelqu'un. Et un soir, il vient frapper à ma porte, moi j'ouvre gentiment, et à l'époque, je ne savais pas qu'il était témoin de Jéhovah. C'était la première fois que je le découvrais. Donc il commence à parler, voilà, je suis ton voisin de couloir, comment ça va? Et moi je me dis, c'est quoi la chute? Qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un qui vient frapper à ta porte, c'est quoi le délire? Et il commence à sympathiser et il me raconte une histoire. Et son histoire, c'est son vélo qu'on lui a volé. Et moi, je ne comprenais rien. T'imagines, un inconnu, il arrive, il commence à te parler, il te parle de son vélo qu'on lui a volé. Storytelling, du storytelling. Donc il me dit, j'avais un vélo que j'adorais, un très beau vélo, c'était un cadeau. Et un jour, on me l'a volé. Je l'avais cadenassé devant l'immeuble de la cité universitaire. Je sors un matin, il n'était plus là. J'ai été extrêmement triste pendant très longtemps et j'ai prié. Il me dit, j'ai prié des nuits entières pour ce vélo. Et il me dit, une après-midi, je suis en train de me balader, je vois quelqu'un passer et c'était mon vélo. Il me dit, je cours vers lui, j'attrape le guidon, je le regarde et je lui dis, c'est mon vélo. Et tu sais que c'est mon vélo. Et il me dit, le gars n'a même pas résisté, gentiment, il s'est levé de la selle et il est parti en marchant. Et il me dit, j'ai eu la sensation que Dieu a répondu à mes prières. Et moi je le regarde, je lui dis,
Bon, il est tard, où est-ce que tu as envie d'arriver avec tes conneries? Parce que bon, tu sais que je suis pas croyant, casse pas les couilles avec tes histoires. C'est quoi le délire? Et quand il a vu que j'accrochais pas à son storytelling, il a commencé à me parler directement des témoins de Jéhovah. Il avait même un petit fascicule avec lui, il l'a sorti de sa poche, il me l'a donné. Il me dit, bon, prends le temps de lire, je sais que t'es pas convaincu. Bon, moi je l'ai pris, je l'ai mis direct à la poubelle. Je l'ai pris quand il était face à moi, mais dès que j'ai fermé la porte, je l'ai mis à la poubelle. À un moment, je lui ai dit, bonne soirée, j'ai pas trop le temps, je dois me lever tôt demain. J'ai fermé la porte, il est parti. Mais la vibe que me donnait ce gars, c'est la même vibe que me donnent les vendeurs Bitcoin. Le storytelling des témoins de Jéhovah. C'est une secte. Bitcoin est une secte. Parce que comme je vous le disais, quelque chose qui a de la valeur n'a pas besoin de storytelling. Ou alors un storytelling minimal. Mais vraiment minimal pour te présenter le produit. Mais toutes ces histoires à la con de je me suis fait avoir, où j'ai prié très fort et Dieu a répondu à mes prières. Il a répondu à rien du tout. Le connard qui t'a volé ton vélo, il était peut-être dans la cité universitaire, c'est un gars qui traîne là-bas, t'as trouvé ton vélo. Et honnêtement, je pense que toute son histoire est mensongère. Je suis sûr que le gars n'a jamais eu de vélo. Ou alors on lui a jamais volé. Et moi, ce genre de vibe, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je raconte, la vibe du religieux qui te raconte sa merde, ça m'a toujours fait gerber. La vibe du religieux qui te parle de son ami imaginaire qui lui a rendu son... de son ami imaginaire qui lui a rendu son vélo. Vous imaginez de quoi on parle? T'as quand même un adulte qui te dit « Il y a quelqu'un dans le ciel qui m'a rendu mon vélo. Ferme ta gueule! Il est tard, j'ai envie de dormir, casse-toi! Tu prends tes témoins de Jéhovah, tu te les carres dans le cul et tu dégages. Toi, ton Dieu, ton vélo et toute ta merde. Vous nous cassez les couilles. Nous, on est des gens normaux. On n'a pas d'amis imaginaires. On n'a pas d'entité surnaturelle à qui on parle la nuit, on est des gens normaux. On bosse, on paye nos loyers, on s'occupe de nos familles, on a des activités, des loisirs, on fait du sport. C'est tout, ne nous cassez pas les couilles avec votre métaphysique à la con. Faites pas chier. Et quand j'entends un Bitcoin maximaliste parler, c'est la même vibe. C'est le témoin de Jéhovah. Je me demande d'ailleurs combien de témoins de Jéhovah croient au Bitcoin ou combien de religieux croient au Bitcoin. Ça serait intéressant de faire une étude sociologique. Quel est le transfert des croyants chrétiens, évangélistes, musulmans? Quel est le pourcentage des croyants qui font le transfert vers Bitcoin, qui transfèrent leurs croyances vers Bitcoin. J'ai d'ailleurs un auditeur qui m'a écrit, ça m'a fait rire, mais ça m'a fait rire. Le gars, comme j'avais critiqué Bitcoin, il est venu m'insulter en commentaire. Mais il m'a dit, tu critiques l'islam, tu critiques Bitcoin, tu racontes de la merde. Et moi je lui ai répondu, en plus d'être islamiste, t'es bitcoiner maximaliste. Tu cumules. En fait, le gars a pris son intégrisme islamique et il l'a transformé en intégrisme Bitcoin. La même foi qu'il avait en la religion, il l'a transféré sur le Bitcoin. Dans sa chambre, il a le Coran comme ça à côté de lui le soir et au-dessus, il a un poster Bitcoin, certainement juste à côté du poster Dragon Ball Z. Le même délire extrémiste. Mais ça, je m'y attendais pas. L'islamiste Bitcoin... L'islamiste bitcoiner, je ne m'y attendais pas. Et aux États-Unis, c'est pareil. Pour ceux qui disent, l'observateur, tu ne fais qu'attaquer l'islam ou tu attaques l'islam tout le temps. Non, je peux faire la même critique sur les évangélistes américains. Je suis sûr que chez les évangélistes américains, il y a le même délire Bitcoin. T'en as même qui pensent que Bitcoin, c'est un truc envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. C'est un truc magique. Et Bitcoin, comme les religions, c'est un truc qui a besoin d'un storytelling mensonger ou exagéré pour exister. Et la nouvelle lubie d'Éric Larchevêque, c'est de devenir le Michael Saylor français. Parce qu'il est en train de faire la même chose avec son nouveau plan qu'il a lancé, son entreprise, avec l'objectif de devenir une Bitcoin Treasury, une entreprise qui stocke
du Bitcoin. Il a acheté une coquille vide, une entreprise cotée en bourse, mais qui ne fait rien depuis des années. C'est une coquille vide, on appelle ça. Elle a une cote en bourse, mais pas d'activité. Et Eric Larchevêque a racheté ça pour en faire une Bitcoin Treasury, tout comme le fait Michael Saylor avec Strategy. Et vous savez ce que j'en pense? Marquez mes mots. Tout ça va très mal finir. Marquez ça au fer rouge. Tout ça va très mal finir parce que Bitcoin, c'est déjà un Ponzi. C'est déjà un truc qui monte parce que les gens mettent de l'argent. Avec l'espoir qu'il monte. Donc, il monte, les gens achètent, il monte, les gens achètent. Mais il n'y a pas de valeur intrinsèque. Vous voyez, par exemple, quand Coca-Cola arrête de monter, Coca-Cola, c'est une action relativement stable. Quand Coca-Cola arrête de monter, l'entreprise continue à payer des dividendes. Ça paye du 3,5% de dividendes. Donc, même si la cote reste la même, tu continues à recevoir de l'argent de Coca-Cola parce que c'est une entreprise qui a une activité. Mais Bitcoin n'a pas d'activité. Donc, quand ça arrête de monter, ça ne rapporte plus rien. Et si ça arrête de monter, c'est-à-dire si ça se stabilise à une cote X pendant quelque temps, tout le monde va sortir. Parce que les gens veulent que ça monte. Quant à Coca-Cola, par exemple, je cite Coca-Cola, mais j'aurais pu citer Johnson & Johnson ou des boîtes françaises. Total, Sanofi, c'est des payeurs de dividendes, c'est des boîtes qui crachent de la dividende. Donc même si le cours Total ne bouge pas, par exemple, l'entreprise Total Energy, même si le cours ne bouge pas pendant des années, Total continue à lâcher du 5% de dividendes par an. T'as pas besoin que ça monte. T'as plein de gens d'ailleurs qui ont placé leur argent dans Total juste pour ça. Ils s'en foutent que ça monte, ça descend, ils s'en foutent. Ça crache du 5-6% de dividendes par an, je prends. C'est mieux que les 4% de l'immobilier, c'est mieux que les 3,5% ou les 2,5% du livret A ou de l'assurance vie, c'est mieux que plein d'actifs sécures et pépères. Mais avec Bitcoin, tu ne peux pas faire ça. Quand ça arrête de monter, tu touches zéro. Bitcoin, c'est pas Total, c'est pas Johnson & Johnson, c'est pas Sanofi. Quand ça arrête de monter, tu touches zéro. Donc les gens vont voir que le Bitcoin commence à faire une ligne horizontale, il s'est stabilisé à un prix X, ils vont faire du 0% par an pendant des années et ils vont se dire « je vais sortir de ce truc, de l'argent immobilisé sur quelque chose qui ne rapporte rien, je vais sortir de ce truc ». Donc Bitcoin à la base, c'est déjà un Ponzi. Alors les Bitcoin Treasuries, c'est des Ponzi sous stéroïdes. Stratégie de Michael Saylor ou la Bitcoin Society ou je ne sais quelle boîte est en train d'essayer de monter Eric Larchevêque, ça c'est du Ponzi sous stéroïdes. Et marquer mes mots au fer rouge, tout ça va très mal finir. Tout ça va très mal finir. Maintenant, passons à l'acte 2 de cet audio que j'ai intitulé « Écoutez ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Parce que dans une autre vidéo intitulée « J'ai 100% de mes avoirs en Bitcoin », Eric Larchevêque devient Bitcoin maximaliste. C'est-à-dire qu'il n'a que du Bitcoin. Mais qu'est-ce qu'on découvre quelques secondes après le démarrage de la vidéo? C'est-à-dire qu'on a le titre « J'ai 100% de mes avoirs en Bitcoin », on a la vignette avec Eric Larchevêque. Alors, je ne sais pas, Eric, qui fait tes vignettes, mais change de gars. Change de gars. Eric, tu pèses 350 millions d'euros. Paye-toi un gars correct pour faire les vignettes. Un peu de sérieux. Mais passons. Ce qui est important, c'est ce qu'on découvre une fois qu'on clique sur cette vidéo, parce que les gens sont curieux. Ils veulent savoir 100% de tes avoirs en Bitcoin, absolument tout, c'est dingue, c'est même risqué. Mais on découvre que pas vraiment. C'est pour ça que je vous disais qu'il se contredit à quelques secondes d'intervalle. Écoutons ensemble sa déclaration et je la commente juste après. Je possède 100% de mes avoirs en Bitcoin. Et je vous assure que la nuit, je dors beaucoup mieux que si j'avais tout en euros. Alors, est-ce que je suis cinglé? Probablement. Mais il y a une véritable logique à ma folie et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Pour commencer, soyons précis. J'ai tous mes avoirs
liquide en Bitcoin. J'ai d'autres actifs, comme par exemple de l'immobilier. J'ai mon domaine en Sologne, dans lequel je suis en train de tourner cette vidéo. J'ai aussi les entreprises que j'ai cofondées, comme Ledger, CoinHouse ou l'école AlgoSup, des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Eric, jusqu'à quand tu vas nous prendre pour des cons? Tu commences ta vidéo avec « J'ai tous mes actifs en Bitcoin et je dors très bien la nuit ». Et juste après, mais au bout de quelques secondes, tu précises « Alors, attention, pas complètement, pas tous mes actifs. J'ai mon domaine en Sologne. » Ah, t'as de l'immobilier, Eric, c'est bien, t'es pas complètement fou. Mais j'ai aussi des parts dans les entreprises que j'ai cofondées, comme Ledger. Ah, d'accord, donc t'as ce qu'on appelle du cash flow qui rentre en euros, Eric, en euros sonnant et trébuchant. T'as aussi d'autres investissements, t'es certainement diversifié sur d'autres boîtes. Donc, Eric, quand tu dis « j'ai 100% de mes avoirs en Bitcoin », tu mens. C'est du putaclic. Et même tes avoirs liquides ne sont pas 100% en Bitcoin. Les titres que tu as chez Ledger, les actions, ça c'est du liquide, c'est pas de l'immobilier. Ce que tu dis, Eric, c'est... Alors, mensonger, c'est un grand mot, mais ça prête à confusion. T'as des naïfs qui t'écoutent. T'as des bitcoin maximalistes hystériques qui t'écoutent. T'as des fans, t'as des gens qui sont fans de toi, comme t'as des gens qui sont fans de Michael Saylor, qui boivent tes paroles, qui vont dire « Mais si Eric l'archevêque est 100% en bitcoin, moi aussi !» Si quelqu'un qui pèse 350 millions d'euros est en bitcoin, moi aussi. 100% en bitcoin. Toute ma fortune en bitcoin. Je vais acheter que des bitcoins. Et les gars qui pensent ça sont naïfs parce que Eric, entre nous, entre moi et toi, entre deux personnes qui savent la vérité, Eric, moi je suis pas un de tes fans à qui tu peux raconter ce genre de choses. Donc si je t'avais en face de moi, je t'aurais dit ouvre les comptes. Ne me raconte pas ta diarrhée comme un témoin de Jéhovah. Ouvre les comptes et montre-moi. Quand je verrai toute ta fortune, c'est-à-dire 340 millions d'euros selon le classement 2024 du magazine Challenge, quand je verrai que tout ça est vraiment en Bitcoin, là je dirai chapeau. Chapeau, t'es un fou, je te respecte. Mais si tu me dis « Ah mais pas vraiment, j'ai un domaine en Sologne, j'ai de l'immobilier, j'ai des parts dans Ledger, j'ai aussi des parts, des participations dans d'autres entreprises, j'ai aussi quelques placements sur des actions publiques. » Je vais te regarder droit dans les yeux et je vais te dire « Eric, t'as fini de me prendre pour un con ?» Alors, est-ce que je suis cinglé? Probablement. Mais il y a une véritable logique à ma folie et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Pour commencer, soyons précis. J'ai tous mes avoirs liquides en Bitcoin. J'ai d'autres actifs, comme par exemple de l'immobilier. J'ai mon domaine en Sologne, dans lequel je suis en train de tourner cette vidéo. J'ai aussi les entreprises que j'ai cofondées, comme Ledger, CoinHouse ou l'école AlgoSup, des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Un peu de sérieux, Eric. On est sur Internet. Tout se sait. Ton comptable a dû tomber sur ta vidéo. Il a dû se dire qu'est-ce qu'il raconte. T'as le comptable, il voit tous tes comptes, il voit les entreprises, le cash flow, l'argent qui rentre. Il dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'est pas en 100% Bitcoin. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il va se faire choper s'il continue à mentir. Le conseil que je te donnerais, Eric, et encore une fois, j'ai rien contre toi. Je dirais même que je te trouve sympathique. Le conseil que je te donnerais, c'est ne deviens pas le Oussama Hamar de la crypto. Si ça continue, tu vas nous sortir « J'ai croisé les Yakuza, j'ai mangé avec le chef des Yakuza ». Ne deviens pas le Oussama Hamar de la crypto. Aujourd'hui, tout se sait sur Internet. Et même, j'ai même pas besoin de chercher, tu te contredis toi-même. Tu commences ta vidéo avec un grand sourire. « Alors, j'ai 100% de mes avoirs en crypto. Je suis pas fou, je dors très bien la nuit. Mais, j'ai un domaine en Sologne, donc un peu d'immobilier. Mais j'ai des revenus, j'ai du cash flow en euros, j'ai des actions Ledger, j'ai de la thune qui rentre. Je n'ai pas que du Bitcoin. J'ai aussi autre chose. »
Je possède 100% de mes avoirs en Bitcoin. A few moments later. J'ai d'autres actifs, comme par exemple de l'immobilier. J'ai mon domaine en Sologne, dans lequel je suis en train de tourner cette vidéo. J'ai aussi les entreprises que j'ai cofondées, comme Ledger, CoinHouse ou l'école AlgoSup, des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Donc, première chose qu'on apprend, Eric n'est pas un Bitcoin maximaliste. Sa fortune de 340 millions d'euros, encore une fois selon le magazine Challenge, est diversifiée. Elle est diversifiée sur de l'immobilier, sur un domaine en Sologne, elle est diversifiée sur des actions d'entreprise, etc. Donc, premier point qu'on découvre. Et comme je le disais, ce qui est intéressant avec Éric Larchevêque, c'est qu'il n'y a même pas besoin de faire les poubelles ou de chercher longtemps pour trouver les choses. C'est lui qui le dit. Il se contredit lui-même dans la même phrase. Dans la pratique, comment ça marche? Bon, c'est assez simple. Dès que je reçois des fonds importants en euros, j'achète des bitcoins, et dès que j'ai besoin de faire des dépenses ou des investissements, alors je vends des bitcoins contre des euros et je vais faire ce que j'ai à faire. Pourquoi est-ce que je repasse par l'euro? Bien, parce qu'aujourd'hui, personne ou presque n'accepte le bitcoin. Et si je paye un artisan pour faire des travaux chez moi, il va demander de l'euro. Mon but, c'est pas de matrixer tout le monde en bitcoin et de les forcer à accepter. Non, l'objectif, c'est de rester simple. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce passage, c'est que Éric Larchevêque, sans se rendre compte, vient de nous dire que Bitcoin ne sert à rien. Pourquoi est-ce que je repasse par l'euro? Bien, parce qu'aujourd'hui, personne ou presque n'accepte le bitcoin. Il nous dit qu'il l'achète quand il reçoit de l'argent, donc de l'argent qui rentre de ses entreprises et de ses investissements, donc le cash flow. Avec cet argent, il achète du Bitcoin. Et ensuite, quand il a besoin d'argent, il nous dit qu'il vend du Bitcoin. Ce qui est incohérent parce qu'il a du cash flow. Pourquoi vendre du Bitcoin, Eric? C'est pas cohérent ce que tu dis. Tu as suffisamment d'argent qui rentre de tes entreprises et de Ledger notamment, et peut-être de ce que tu touches, des commissions que tu touches en participant à l'émission M6, etc. Tu as de l'argent qui rentre, donc pourquoi vendre du Bitcoin? Tu vois comment tu es incohérent dans la même phrase? Toi, tu devrais être un accumulateur Bitcoin. Tu as du cash flow qui rentre et tu achètes du Bitcoin. Quand tu dis « je vais vendre un peu de Bitcoin pour payer un artisan », tu te fous de ma gueule. T'as pas 200 € pour payer un plombier ou même 10 000 € pour payer des travaux? Évidemment que si. T'as pas besoin de vendre du Bitcoin pour payer des artisans. Et surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce passage, c'est qu'il vient de nous révéler que Bitcoin ne sert à rien. Il vient de le dire lui-même, dans ses mots, un peu différemment. Mais en sous-titre, Bitcoin ne sert à rien. Dès que je reçois des fonds importants en euros, j'achète des bitcoins, et dès que j'ai besoin de faire des dépenses ou des investissements, alors je vends des bitcoins contre des euros et je vais faire ce que j'ai à faire. Pourquoi est-ce que je repasse par l'euro? Bien, parce qu'aujourd'hui, personne ou presque n'accepte le bitcoin. Et si je paye un artisan pour faire des travaux chez moi, il va demander de l'euro. Mon but, c'est pas de matrixer tout le monde en bitcoin et de les forcer à accepter. Non, l'objectif, c'est de rester simple. Il dit « Pourquoi je repasse par l'euro ?» Parce qu'aujourd'hui, personne ou presque n'accepte Bitcoin. Et ça, pour moi, c'est un échec de Bitcoin. Vous savez que beaucoup de gens comparent Bitcoin avec l'avènement d'Internet. Et ils disent, on est au balbutiement, mais Bitcoin va exploser comme Internet. Personne n'y croyait, c'est devenu une révolution. Mais ça n'a rien à voir. Internet devient public vers 1995. C'est là où on commence à l'avoir chez soi, à la maison, en tout cas pour les tech savvy, ceux qui étaient un peu branchés, etc. Donc, 95, on a déjà Internet qui devient public. En 2000, on est déjà dans la bulle Internet. On a déjà Amazon, on a déjà Microsoft, on a déjà Apple, on a déjà le Nasdaq. On a déjà une telle maturité que ça monte trop haut et que la bulle Internet explose. Donc, ça a pris 5 ans. Public en 95, la bulle Internet explose en 2000. Et ensuite, 2001, 2002, 2004, 2005, Internet était déjà démocratisé. Ça a pris 10 ans. Bitcoin sort en 2009. On est en 2025, les gars. 2025. Qu'a fait le Bitcoin ou le Bitcoin en 15 ans, en 16 ans? Rien, walou, nada. Ça a commencé avec de la spéculation et on est toujours en train de faire de la spéculation. Aucune adoption sérieuse. C'est de la spéculation. C'est du levier x2, x3.
D'ailleurs, dès que les gens se font liquider, que les leviers se pètent la gueule, Bitcoin descend. C'est un casino. En 16 ans, c'est resté un casino. Combien de temps il faut au Bitcoin pour se développer? 30 ans? 50 ans? Quand est-ce que ça sera adopté? Éric Larchevêque le dit lui-même, il n'y a pas d'adoption. Pourquoi est-ce que je repasse par l'euro? Bien, parce qu'aujourd'hui, personne ou presque n'accepte le Bitcoin. Personne n'accepte le Bitcoin. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas cons. Les gens vont au plus pratique. Quand un plombier vient faire des travaux chez toi, quand il débouche tes chiottes, qu'il remplace un robinet, il veut être payé en euros. Pourquoi? Parce que juste après, il va sortir, il va acheter du pain, il va faire les courses, il va rentrer à la maison, il a des enfants, il a une famille, il n'a pas le temps de s'amuser avec du Bitcoin. Un plombier, père de famille, il veut que tu le payes, il veut voir l'argent parce qu'il va faire des courses avec. Ce que décrit Éric Larchevêque, je stocke du Bitcoin, ensuite quand j'en ai besoin, je le vends. Alors si tu le vends quand il se pète la gueule, bonjour les dégâts, pour aller faire des achats. Mais ça, c'est un raisonnement de petit bourgeois. Éric, toi tu fais ça parce que t'es un petit bourgeois. Tu pèses 340 millions d'euros. Mais évidemment que ton plombier, ton électricien qui fait les travaux dans ton domaine, parce que tu as de l'immobilier, pas que du Bitcoin, heureusement pour toi, évidemment qu'il va pas accepter le Bitcoin. Il veut acheter sa baguette, il veut acheter de la viande. Il veut acheter des couches pour son bébé, pour son gamin. Les gens du quotidien, ils n'ont pas ce luxe de perdre de l'argent, de spéculer, d'aller au casino. Aujourd'hui, c'est quoi la population Bitcoin? C'est les gamins qui n'ont pas besoin d'argent parce qu'ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de responsabilité, ils n'ont pas de couches, de biberons, de machins à acheter. Quand t'as pas de famille, la vie coûte moins cher. Donc t'as les jeunes, t'as les cadres sup qui ont de l'argent et ils ne savent pas quoi en faire. Le gars, il gagne 3500, 4000 euros, donc il met 200 euros par mois sur le Bitcoin. Mais c'est un truc de petit bourgeois. Mais les gens du quotidien, un électricien, tu lui dis « je vais te payer en Bitcoin », il va dire « va te faire enculer ». Moi, mon installation, ça coûte 1500 euros. Tu me payes, tu me fais un chèque et tu me laisses rentrer chez moi. Casse pas les couilles avec tes histoires de crypto. Tu fais ça sur ton temps libre de bourgeois rentier, mais moi, casse pas les couilles. Tu me fais un chèque 1500 balles en euros, parce que c'est de ça dont j'ai besoin. Je vais payer le crédit de la voiture, de la maison, j'ai des trucs à acheter. Le microcosme Bitcoin, c'est un microcosme de spéculateurs composé de petits jeunes qui n'ont pas de responsabilité, pas de famille, donc de l'argent disponible, de l'argent à dépenser et à perdre, et des gens aisés qui peuvent se permettre de jouer à ça. Le Bitcoin a baissé, il te dit « je m'en fous, j'avais placé 10 000 euros sur le Bitcoin, ça a baissé, aujourd'hui ça ne vaut plus que 6 000 euros, j'ai perdu 4 000 euros, mais j'en ai pas besoin, donc ça va remonter. » Mais ce discours de « j'en ai pas besoin », c'est pas un discours des gens du quotidien. Les gens du quotidien, c'est pas grave, j'ai perdu 4 000 euros, ça n'existe pas dans leur monde. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans le vrai monde, l'argent prend un autre sens. Tu raisonnes l'argent en combien j'aurais pu acheter de viande pour mes enfants, combien j'aurais pu acheter de pain, j'aurais pu faire les cadeaux d'anniversaire que maintenant je peux plus payer parce que j'ai perdu mon argent en Bitcoin. Donc mon gamin, pour son anniversaire, n'aura pas la console qu'il voulait. Quand tu vis dans le monde réel, que tu as des dépenses et une famille, ce discours de « c'est pas grave, le Bitcoin a baissé, j'ai perdu 4 000 euros », ça n'existe pas. 4 000 euros dans le vrai monde, tu fais beaucoup de choses avec. Tu payes la voiture, tu payes le loyer, tu rembourses tes dettes. Donc quand j'écoutais Éric Larchevêque parler, je ne savais pas à qui il s'adressait, à quel type de population il parle. Certainement pas à son plombier, certainement pas à son électricien, parce qu'il le dit lui-même. Ils n'en veulent pas du Bitcoin. Les gens du quotidien, les gens utiles à la société, ceux qui ne sont pas des parasites, ils ne veulent pas de ça. Pourquoi est-ce que je repasse par l'euro? Bien, parce qu'aujourd'hui, personne ou presque n'accepte le Bitcoin. Et si je paye un artisan pour faire des travaux chez moi, il va demander de l'euro. Et je me dis, à qui il s'adresse? Parce que même les gens aisés ou un peu embourgeoisés, entre guillemets,
mais qui sont un peu sérieux. Par exemple, si je devais me définir en termes de classe socio-professionnelle, je me définis comme aisé. Je fais partie des gens qui ont de l'argent à investir, qui ont à la fin de chaque mois des surplus d'argent à investir. Mais pourtant, je n'investis pas dans n'importe quoi parce que je ne suis pas un petit bourgeois. Je ne viens pas de ce milieu. Je connais la valeur de l'argent. Quand j'étais étudiant, je vivais avec 450 € par mois. J'ai vécu des années avec 450 € par mois. Je travaillais à mi-temps. J'avais la chance d'avoir une chambre universitaire que je ne payais pas très cher. Je la payais 120 € à l'époque, de mémoire. Et je vivais avec le reste. Et ça, tu ne l'oublies pas. Quand tu as vécu avec 450 € par mois, même si tu en gagnes 25 000, même quand tu gagnes 25 000 € par mois, tu n'oublies jamais à quoi ça ressemble de vivre avec 450 € par mois. Tu ne l'oublies pas. Ça, c'est des choses qui marquent pour la vie. Tu sais ce que c'est que de compter tes sous, tu sais ce que c'est que d'attendre la fin du mois, tu sais ce que c'est de stresser. Ça, tu ne l'oublies jamais. Même si tu gagnes 1 million, ça te marque à vie. Et du coup, je fais partie de ces gens aisés, mais qui ne sont pas aisés de famille. J'ai tout créé, j'ai tout monté pièce par pièce. Je suis allé à Londres avec 2 valises, rien d'autre, ni boulot, ni personne qui m'attendait. J'ai tout fait, avec les dents. Ma bite et mon couteau, comme dirait l'autre. Et forcément, je garde cette valeur de l'argent, quel que soit l'argent que je gagnerai dans ma vie. Je réfléchirai toujours comme le gars qui en gagnait 450 par mois. Et donc, je ne sais pas à qui s'adresse Éric Larchevêque. À qui il parle quand il dit « Ouais, moi j'achète du bitcoin quand j'ai des revenus, quand j'ai besoin d'un peu de dépenser, je vends. Je vends du bitcoin parce que personne ne veut de mon bitcoin. Personne n'en veut, le plombier n'en veut pas, la boulangère n'en veut pas, l'électricien n'en veut pas, le magasin n'en veut pas. Là où je vais, ils n'en veulent pas de mon bitcoin. Donc je le vends pour avoir des euros. Et ensuite, je fais mes courses. » Eric, si personne ne veut de ton bitcoin, pourquoi tu nous casses les couilles? Pourquoi est-ce que je repasse par l'euro? Bien parce qu'aujourd'hui, personne ou presque n'accepte le bitcoin. Et si je paye un artisan pour faire des travaux chez moi, il va demander de l'euro. Personne ne veut de ton bitcoin à part le microcosme de spéculateurs auquel tu appartiens. À part toi, Michael Saylor et les quelques branleurs qui spéculent sur ça. À part vous, personne ne veut du bitcoin. Et ensuite, je vais vous passer un petit passage où vous allez voir et écouter la deuxième hypocrisie. Le gars vous explique que Bitcoin, c'est tout. C'est l'avenir, c'est la monnaie mondiale ou ça va devenir la monnaie mondiale. Mais normalement, un gars comme ça, il se rémunère comment? Par exemple, admettons, Éric Larchevêque vend des services, donne des cours, fait des conférences. Vous allez dire logiquement, il n'accepte que le Bitcoin. T'es un Bitcoin maximaliste, ça sert à quoi de te faire payer en euros pour ensuite les convertir en Bitcoin? Eh bien, mes amis, vous allez voir que c'est tout le contraire. Écoutons ce passage. Côté business, les entreprises que j'exploite, comme par exemple le domaine Larchevêque, où je fais les crypto-expériences, les masterminds, où je fais du consulting, bon bah là, tout est en euros. Je facture en euros, on me paye en euros, je paye mes charges en euros, je paye les salaires de mes équipes en euros. Tout est basé en euros. Ma démarche est avant tout une démarche personnelle qui concerne avant tout moi, Éric Larchevêque, en tant que personne physique, et pas vraiment mes entreprises. Donc, Éric Larchevêque fait du consulting et il fait tout en euros. Et là, comme dirait l'autre, niveau foutage de gueule, on est en terrasse. Si j'étais un Bitcoin maximaliste, je ferais en sorte que tous ceux qui me payent en Bitcoin. Parce que ton rôle en tant que promoteur Bitcoin, c'est de promouvoir le Bitcoin. Et tu dis à quelqu'un qui veut assister à ta conférence, écoute, moi je suis un Bitcoin maximaliste, je veux que le Bitcoin réussisse et donc je veux qu'on commence à faire des transactions en Bitcoin et donc payez-moi en Bitcoin. Convertissez votre argent et payez-moi en Bitcoin. C'est pas du tout ce qu'il fait. Il se fait payer en euros, il paye ses collaborateurs en euros, il paye ses dépenses, ses charges en euros. Eric, il sert à quoi ton Bitcoin ? Je ne sais pas si vous voyez le niveau de contradiction. Alors, je sais que parmi vous, il y a des gens qui m'écoutent et qui sont des convaincus Bitcoin, mais
Oublions un peu le clash. Voilà, vous me détestez parce que je critique Bitcoin, vous n'avez pas à m'aimer. C'est la vie, c'est comme ça, hein. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde et c'est certainement pas mon objectif. Moi, je dis ce que je pense. Ça te fait plaisir, tant mieux. T'as un commentaire, tu le dis, tu l'écris. Je ne supprime pas les commentaires, même les plus négatifs, les plus mauvais. Vous voyez que dans la liste, ou plutôt dans la section commentaires, il y a de tout. Des gens qui me remercient, des gens qui m'insultent, des gens qui me critiquent, des gens qui me disent j'aime bien, mais, et c'est normal, tu peux avoir un mais sur tel ou tel point. Donc on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais mettons ça de côté, que tu sois bitcoiner ou que tu sois comme moi contre cette spéculation, mettons ça de côté. Et essayons de faire travailler notre cerveau. T'as un gars qui te dit Bitcoin c'est l'avenir, Bitcoin a une utilité, Bitcoin il faut l'utiliser. Il fait des conférences, il fait des vidéos, il a créé une chaîne YouTube pour ça. Et ensuite, il te dit, moi, dans ma vie au quotidien, je n'utilise que de l'euro. Que de l'euro. L'argent qui vient de Ledger de mes business, c'est de l'euro. L'entretien de mon domaine, les ouvriers, les salariés, c'est de l'euro. Les conférences que je vends, c'est de l'euro. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas. Autant les dépenses, je peux comprendre. Tu ne vas pas forcer un artisan à prendre du Bitcoin. Déjà, c'est pas légal. Bitcoin n'a pas cours légal. Donc, si tu tombes sur un artisan un peu branché, un peu bourgeois, qui te dit oui, je veux bien du Bitcoin ou de l'Ethereum, ainsi soit-il, mais quelqu'un qui n'en veut pas, tu ne peux pas le forcer. Ça, je le comprends. Mais ceux qui achètent tes formations ou ceux qui achètent tes conférences, je pense pas qu'il ait des formations, mais plutôt des conférences qu'il fait dans son domaine selon ses propres propos. Eux, à minima, c'est aussi des convaincus comme toi. À minima, fais-les payer en Bitcoin, en Bitcoin. Un peu de cohérence, Eric. Côté business, les entreprises que j'exploite, comme par exemple le domaine L'Archevêque, où je fais les crypto-expériences, les masterminds, où je fais du consulting, bon bah là, tout est en euros. Niveau foutage de gueule, pour reprendre une expression de Dieudo, on a pris l'ascenseur, on est en terrasse. On a pété les chaises longues, les cocktails. Niveau foutage de gueule, Eric, t'es en terrasse. Ensuite, Éric L'Archevêque développe une idée que là, pour le coup, je trouve dangereuse. Parce qu'il parle de la volatilité. Et il essaye de minimiser la volatilité. Il dit « Comment je vis la volatilité ?» et il nous raconte comment. Écoutons l'extrait et on le commente juste après. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment je vis la volatilité? Quand on a tout son cash en Bitcoin, il faut avoir le cœur bien accroché. La volatilité est extrême, comme vous le savez, et le patrimoine vu en euros peut avoir des montées et des descentes à vous mettre par terre. Comment est-ce qu'on fait pour survivre à cela lorsqu'on est à 100% en Bitcoin? On se raccroche à une équation simple mais puissante. Un BTC égale un BTC. C'est pas le prix en euros qui compte, mais le nombre de bitcoins. Il ne faut pas se laisser distraire par la volatilité des cours et garder une vision à long terme. Donc Éric L'Archevêque nous dit, en fait, la volatilité, c'est pas grave, Bitcoin monte, descend, mais il ne faut pas oublier que un Bitcoin égale un Bitcoin. Éric, ça, c'est un baratin de Bitcoiners qu'on connaît. Tout le monde en a bouffé de ça. Mais en réalité, un Bitcoin ne vaut pas un Bitcoin. Un Bitcoin vaut X en dollars. C'est ça qui intéresse les gens. Même toi, pourquoi t'en parles quand le Bitcoin monte ou descend? Si un Bitcoin vaut un Bitcoin, ni il ne monte, ni il descend. Il a une valeur stable. Or, toi-même, tu fais des vidéos pour parler ou des interventions sur BFM TV et ailleurs pour dire le Bitcoin a monté, a descendu, qu'est-ce qu'il faut en penser, etc. Alors oui, bien sûr, je mentirais si je disais que la contre-valeur en euros n'a strictement aucune importance. J'ai été le premier à célébrer les 100 000 euros et je me suis prêté au jeu des prédictions pour le prix du Bitcoin en 2025. Donc non, pour la majorité des gens, quand le Bitcoin baisse, c'est une catastrophe. Pour ceux qui ont mis leurs économies, c'est une catastrophe. Pour ceux qui sont rentrés à 120 000 et qui l'ont à 80 000, qui l'auront peut-être à 50 000, c'est une catastrophe. S'ils ont un peu de chance, ça va remonter. S'ils ont beaucoup de chance, ça va monter à 150 000, à 200 000. Mais peut-être pas, on ne sait pas. Et je vais te dire pourquoi c'est hypocrite ce que tu dis. Parce que toi, Eric, t'as une fortune de 340 millions. Tu ne peux pas te comparer avec les gens du quotidien. 340 millions d'euros, c'est assez d'argent pour toi et tous tes descendants
pour les 1000 prochaines années. Ne te mets pas dans la même situation. Ne te compare pas aux gens qui t'écoutent. Les gens qui t'écoutent sur YouTube et qui te suivent sont pour la majorité des pauvres. Ou au mieux, des petits cadres à 2500 ou 3000 euros par mois. Et eux, je te garantis que quand ça descend, ils serrent les fesses. Je te garantis que quand le Bitcoin descend, ils sont en sueur. Toi, Eric, tu ne vis pas du Bitcoin. Tu vis des entrées de tes actions chez Ledger ou ailleurs. Tu vis de ce que tu gagnes en te faisant rémunérer quand tu participes à des émissions, quand tu fais des colloques, des conférences. Tu as ce qu'on appelle un cash flow en euros. Donc forcément, le Bitcoin baisse, tu t'en fous. Tu as un revenu à côté. Si tu étais retraité, que ton seul revenu c'était Bitcoin, que tu n'avais aucun autre revenu et que, au lieu de 340 millions, tu avais 100 000 euros en Bitcoin, je te garantis que quand les 100 000 descendent à 60 000, tu dors pas pareil la nuit. Donc, arrête de raconter ton baratin à des gens qui n'ont pas ta situation. Et surtout, arrête le baratin des bitcoins maximalistes de 1 bitcoin égale 1 bitcoin. Si c'était le cas, pourquoi sur les exchanges il est coté en dollars? Pourquoi les gens mouillent quand ils montent face au dollar? Pourquoi les gens se chient dessus quand ils baissent? Parce que la vraie valeur du bitcoin, c'est le dollar. Arrêtez votre baratin de 1 bitcoin égale 1 bitcoin. Les gens mouillent quand ils montent. Pourquoi? S'ils étaient vraiment maximalistes, ils ignorent le dollar, ils ignorent les monnaies fiduciaires, les monnaies fiat. Ils s'en foutraient. T'as un bitcoin aujourd'hui, t'as un bitcoin ou t'auras un bitcoin demain et t'auras un bitcoin dans 1000 ans. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que ce bitcoin, il peut monter, il peut même descendre. Et il peut même beaucoup descendre. Donc, quand tu dis comment on fait pour survivre à ça, quand tu as 340 millions, un domaine, des actions, un cash flow, tu survis, c'est pas un problème. Mais il y a combien de gens dans cette situation? La majorité des investisseurs Bitcoin sont des pauvres qui veulent devenir riches. À part une poignée de milliardaires, les Michael Saylor de ce monde, la majorité des investisseurs Bitcoin sont des pauvres qui espèrent faire x10, Inch'Allah. Le même gars qui te disait « personne ne veut de mon Bitcoin, je suis obligé de le vendre pour payer les gens », ce qui est à mon avis pas vrai, il a suffisamment d'argent pour payer les gens, pas besoin de vendre du Bitcoin. Mais le même gars qui te disait ça, que personne ne veut du Bitcoin, te dit « il ne faut pas s'intéresser à la volatilité du Bitcoin, on s'en fout ». Ben non, pour celui qui vend par exemple parce qu'il a une difficulté, qu'il doit payer un loyer ou rembourser le crédit de sa voiture, lui il s'en fout pas. Quand tu dis « faut pas se laisser distraire par la volatilité », parle pour toi, Eric. Balade-toi un peu sur Internet, tu vas voir que suite à la récente baisse, tu as des gens qui sont en pleurs. J'ai vu un gars pleurer. Il était en levier, chose qu'il ne faut jamais faire. Le Bitcoin, c'est suffisamment un Ponzi pour ne pas en plus être en levier. Lui, il était en levier sur un Ponzi. Forcément, il s'est fait liquider pendant la chute du mois d'octobre. Il était en pleurs, il a pleuré face caméra. Voilà la réalité des investisseurs Bitcoin. Et le gars te dit, le seul indicateur qui compte, c'est mon nombre de Bitcoin. Et en réalité, la seule chose qui me dérange chez Éric Larchevêque, et c'est peut-être ça le fond de ma pensée, parce que comme je le disais au début, j'ai rien contre lui, c'est-à-dire comme individu, tu le vois ou tu le croises dans la rue, il a une tête sympathique avec sa petite barbe, il a un petit côté sage, c'est pas un personnage sulfureux. Quand tu le vois comme ça a l'air d'un gars pépère, tu vois, t'as pas envie d'avoir une quelconque pensée négative envers lui. Mais en réalité, et en même temps, j'ai envie de dire, sa bonhomie est contrastée par une sale mentalité de petit bourgeois. Désolé pour les termes, hein, ils sont très durs, mais quelqu'un qui te dit « ne te préoccupe pas de la volatilité, un bitcoin égale un bitcoin », et le gars aussi qui fait beaucoup du « moi, je », mon nombre de bitcoins, mes investissements, ma situation, moi.
Et il parle face caméra comme s'il s'adressait à des gens qui ont comme lui 300 millions d'euros en actifs. Et un domaine, et de l'immobilier, et un cash flow, des richesses, de l'argent qui rentre à ne plus savoir quoi en faire. Oui, ceux qui sont dans cette situation, Eric, si par exemple tu faisais ta vidéo pour Michael Saylor, tu peux lui tenir ce genre de discours. Et Michael Saylor va mouiller face à ta vidéo. Parce qu'il est comme toi. Il a du cash flow, il a de l'argent, il a de l'immobilier, il a des domaines. Et Michael Saylor met surtout en danger l'argent de ses investisseurs. Lui, je te garantis qu'il a ce qu'il faut au Delaware, dans les îles Caïmans. Ce genre de personnes, ils ont leur argent largement sécurisé et souvent sur des obligations américaines solides, sur des actions, sur du S&P 500. Ils ne sont pas investis 100% sur des actifs éclatés. Ça, c'est le discours qu'il vous donne à vous. Et je pense que ce qui me dérange le plus chez Éric Larchevêque, c'est surtout cette déconnexion totale avec la réalité. Et en ce sens, il est très proche des politiciens français. On critique souvent les politiques, et même Éric Larchevêque, à juste titre. Il critique la politique française, notamment la politique fiscale, et sur ce côté, j'ai rien à dire. Il a fait une vidéo pour critiquer la taxe Zuckman, et là je dis bravo, rien à dire sur ça. Sur le côté fiscalité, sur le côté entrepreneuriat, j'ai rien à dire. Mais sur le côté déconnexion de la réalité, je suis désolé Eric, et si cette vidéo te parvient, prends-le comme un conseil. Sur le sujet déconnexion de la réalité, tu es exactement comme les politiques français. Tu es exactement comme eux. Les politiques, c'est des gens qui sont au Parlement européen, qui touchent 7 000, 8 000, 10 000 euros par mois et qui te disent il faut serrer la ceinture. Sans ne jamais te dire qu'on va commencer par eux. Parce que moi, si je devais serrer la ceinture, première chose que je fais sauter tous les salaires. Tu veux bosser dans la politique, tu fais du volontariat. La politique, c'est pas pour se gaver, c'est un service. Et la fonction publique, en général, c'est ce que c'était dans le passé. C'est un service que tu fournis à ton pays. On ne devenait pas fonctionnaire pour s'enrichir, pour se blinder. Au contraire, tu as même des gens qui s'appauvrissaient en devenant fonctionnaires. Tu as des médecins qui pouvaient gagner des fortunes dans le privé, qui choisissaient de travailler dans un petit hôpital d'une petite ville française, alors qu'ils pourraient gagner 10 fois plus dans le privé. Tu as des chirurgiens, des pointures mondiales qui travaillent à l'hôpital, alors qu'ils pourraient gagner 10 fois plus dans une clinique privée de chirurgie cardio-thoracique. Mais ils préfèrent être à l'hôpital parce que c'est là qu'ils sentent qu'ils ont de la valeur, qu'ils servent à quelque chose. C'est là aussi qu'ils sont stimulés. J'avais un membre de ma famille qui était chirurgien cardio-thoracique, il a fait toute sa carrière à l'hôpital. T'as toutes les cliniques privées qui lui faisaient du pied pour qu'il aille travailler chez eux, il a toujours refusé. Et il me disait, il y a 2 choses qu'il trouve intéressantes à l'hôpital. La première chose, c'est la gratification, c'est-à-dire que tu as un sentiment d'utilité, de gratification énorme. T'opères des gens de tous les milieux sociaux, de toutes les cultures, de tous les horizons. Et quand tu rentres chez toi le soir, quand tu dors, tu as une sensation incroyable d'avoir fait quelque chose de bien pour le monde. Et il me dit aussi que les hôpitaux sont souvent des hôpitaux universitaires, donc il y a un niveau de recherche, de stimulation, de gens que tu rencontres, etc., qui est juste incroyable. Et quand il a accepté de travailler dans le privé, ce qu'il faisait, c'est des interventions ponctuelles. C'est-à-dire qu'il est resté à l'hôpital, il a continué à travailler dans le public, et la loi l'autorise, il faisait des petites interventions dans le privé où il se faisait payer. Donc il va être typiquement 4 jours à l'hôpital et 1 journée dans une clinique privée. Et initialement, la fonction publique, c'était quelque chose où on donnait. Les gens n'y allaient pas pour devenir riches, ils y allaient parce qu'ils avaient envie de donner, de servir. D'ailleurs, j'aime beaucoup le mot anglais pour fonctionnaire. Vous savez comment on dit fonctionnaire en anglais ? On appelle ça public servant, un servant public. Le fonctionnaire est là pour servir le citoyen. Il n'est pas là pour se gaver, il n'est pas là pour faire l'arrogant, il n'est pas là pour se la péter, il n'est pas là pour demander des retraites à 55 ou à 57 ans alors que toute la population part à la retraite à 65. Le fonctionnaire, à la base, il n'est pas là pour se gaver. C'est un public servant, c'est un servant public. Il est là pour servir la population. Mais petit à petit,
La fonction publique, c'est devenu un truc où les gens vont pour se gaver, pour ne rien branler, pour traîner, pour toucher des salaires sans rien faire, pour monter dans les échelons malgré leur incompétence totale, parce que dans la fonction publique, on monte dans l'échelon en fonction de l'ancienneté, pas en fonction de la compétence ou de la qualité ou de ce qu'on a apporté ou de ce qu'on a fait. Et Éric Larchevêque, sans t'en rendre compte, t'es en train de faire exactement ce que font les politiciens. Te déconnecter de la réalité. Dire aux pauvres qui t'écoutent, un bitcoin égale un bitcoin. Si le bitcoin perd 50% de sa valeur, c'est pas grave. C'est pas grave, on continue comme avant. T'as perdu la moitié de ton patrimoine. C'est pas grave. Eric, si toi tu perds la moitié de ton patrimoine, admettons que tu sois 100% en bitcoin, je le doute, mais admettons 340 millions, tu perds la moitié, 170 millions. T'as de quoi te gratter les couilles sans rien faire pour le restant de tes jours, toi et tes descendants. Ta fortune est incomparable au commun des mortels. Jean-Kévin, qui avait 20 000 euros de côté, qui les a mis sur le bitcoin, maintenant qu'il a plus que 10 000, il pleure. Jean-Kévin, il pleure, Jean-Kévin. Et voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo, et voilà ce qui m'a déplu dans les interventions d'Éric Larchevêque. Le joueur de flûte. Et pour moi, ça, c'est une insulte à mon intelligence. Quand tu me dis une banque luxembourgeoise t'a volé ton or, sérieux, je prends ça comme une insulte. Tu me prends pour un con. Peut-être qu'il y a des naïfs dans ton audience qui boivent tes paroles, mais toute personne sensée a dû se dire « Mais là, il joue de la flûte en terrasse. Il joue de la flûte en terrasse sur une chaise longue, les pieds en éventail avec un cocktail. » C'est trop, Eric. Donc, ne deviens pas le Oussama Hamar de la crypto-monnaie. Et deux, ce que j'ai pas aimé, c'est le côté un peu condescendant, donneur de leçons, déconnexion de la réalité. Ne vous inquiétez pas, un bitcoin égale un bitcoin, vous perdez la moitié de votre fortune, c'est pas grave. D'où c'est pas grave, mec? D'où c'est pas grave? Il y a des drames humains, des drames familiaux. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Et c'est grave quand t'as pas les moyens. C'est grave. T'as des naïfs qui ont perdu leurs économies en crypto-monnaie. Des pères de famille avec des enfants. Et je dirais des débiles, parce que quand t'as des gamins, que tu mets l'argent de la famille sur la crypto et que tu la perds, ouvre grand tes oreilles, t'es un débile. Quand t'as des enfants, tu fais pas ce genre de choses. Quand t'es célibataire, que t'as 22 ans, que t'es un gamin, fais ce que tu veux, tu perds tout ton argent, t'as la vie devant toi pour te refaire. Mais quand t'es un gars responsable, tu fais pas ça. Et ce qui m'a le plus agacé dans les interventions d'Éric Larchevêque, c'est la déconnexion face à la réalité. Quoi qu'il en soit, mes amis, vous savez maintenant tout ce que je pense d'Éric Larchevêque, le Bitcoin maximaliste, le Michael Saylor français, qui se lance dans une nouvelle aventure, la Bitcoin Society. Je vais essayer de le dire sans rire. La Bitcoin Society, on verra ce que ça va donner, mais mon avis, vous reviendrez vers cette vidéo dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mon avis, c'est que tout ça va très mal finir. Monter des trésoreries Bitcoin, monter des schémas complexes sur quelque chose qui est déjà un Ponzi, monter des systèmes complexes qui créent du levier sur quelque chose qui est déjà un Ponzi, va très, très, très mal finir. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.